Bien, donc aujourd'hui, nous avons prévu de parler des définitions, quelques définitions en rapport avec les AVC, un diagnostic assez succinct, des éléments essentiels à connaître pour faire un diagnostic d'un AVC, comment prendre en charge des AVC aux urgences, parce que nous n'allons pas prendre en charge des AVC en réanimation, même en hospitalisation, tout ça, mais on va essayer de se focaliser aujourd'hui sur la prise en charge aux urgences. Nous allons finir avec un mot sur les indicateurs de qualité dans les traitements des AVC. Alors, en guise de définition, on parle d'accidents vasculaires cérébraux. Ce sont donc des accidents vasculaires localisés au niveau cérébral et qui se manifestent par des déficits ou des altérations de la fonction neurologique. OK? Alors, ça veut dire qu'il y a un problème dans la vascularisation du cerveau et qui impacte le fonctionnement du système nerveux. Et comme le système nerveux se manifeste ou s'exprime par différentes fonctions, notamment le contact, l'élocution, les veines, notamment les mouvements, okay. Donc, il y aura des manifestations qui sont spécifiques à l'AVC, mais qui sont aussi retrouvées dans d'autres pathologies. Et on va voir comment faire la différence aujourd'hui, être focalisé sur les AVC, d'accord? Alors, de façon simple et théorique, principalement, on parle de trois types d'AVC. OK? On parle des AVC ischémiques, des AVC hémorragiques et des AVC ischémiques transitoires ou accidents ischémiques transitoires. La première catégorie, c'est les AVC ischémiques qui représentent 80% des AVC. Donc, dans le cas, quand vous recevez un patient, dans 80% des cas, ça sera probablement un AVC ischémique. OK? Et donc, c'est une pathologie cérébrale qui est d'origine ischémique. Ça veut dire qu'il s'agit d'une obstruction vasculaire, un vaisseau touché par un caillou ou par un matériel. Cela est responsable d'un déficit neurologique. Le déficit neurologique consiste en quoi? En l'incapacité pour le patient d'accomplir les actes qui sont liés au système nerveux. Okay. J'ai parlé de l'éveil, j'ai parlé de la parole, j'ai parlé des mouvements, okay. Et donc, c'est pas cette activité neurologique qui sont déficitaires et qui nous font parler d'un AVC. Okay. Ces déficits peuvent être focalisés, donc il faut qu'il y a une région précise du cerveau ou du système nerveux qui est atteinte, et généralement, leur installation est plus ou moins brutale. Dans les AVC ischémiques, ici, c'est un impassissement, ça veut dire que les tissus cérébraux ont été privés de circulation sanguine. Le deuxième type, ce sont les AVC hémorragiques, qui sont un peu moins fréquents, mais qui sont tout au moins dangereux et avec une potentialité de létalité. Donc, quand on parle d'AVC hémorragique, on doit penser à une pathologie cérébrale, cette fois-ci d'origine hémorragique. Il ne s'agit pas d'un vaisseau bouché, mais ici, il s'agit d'un saignement par rupture des vaisseaux. Ça veut dire que le vaisseau est blessé. Généralement, ça survient en cas d'une poussée hypertensive avec rupture de parois vasculaires et qui sera responsable d'un déficit aussi localisé et brutal. La dernière catégorie, ce sont les accidents ischémiques transitoires. Je prends la peine d'en parler ici, en fait, ce sont aussi des types d'AVC qui sont peu fréquents, mais que l'on peut rencontrer souvent en urgence. Donc, je parlais des AIT. AIT pour accident ischémique transitoire. Ils sont un peu plus, qui sont fréquents dans la pratique médicale, mais par rapport aux AVC ischémiques, en gros, la différence des AIT, c'est que ici, avec les AIT, vous avez un déficit, vous avez une altération de la fonction neurologique, mais qui est de courte durée. Ça veut dire, lorsque vous recevez un patient qui présente une manifestation neurologique,
Et cette manifestation neurologique, au bout de 15 minutes, 30 minutes, elle disparaît. Nous parlons d'un accident ischémique transitoire. OK? Alors, le principe élémentaire, c'est toujours l'interruption de la force centrale au cerveau qui est responsable de lésions. Et les lésions au niveau du cerveau sont des lésions qui sont progressives. On ne va pas faire beaucoup de physiopathes ici. Il faut seulement comprendre que nous devons gagner du temps avec la prise en charge des AVC. Pourquoi? Parce que plus nous évoluons dans le temps, vous voyez dans la deuxième image, plus nous évoluons dans le temps, plus l'installation des déficits permanents augmente. Il y a de plus en plus de risques de garder des séquelles. Voilà pourquoi, ici à Kinshasa, là où nous avons beaucoup de pratiques et de culture, il faut encourager les gens, lorsque vous reconnaissez les signes d'AVC, d'aller d'abord à l'hôpital. Ils vous diront qu'ils veulent aller à l'église, c'est vrai, mais vous leur dites aussi aller à l'hôpital. Parce que si un AVC vient à peine d'avoir lieu ici pendant que nous parlons, nous avons 3 à 4 heures pour revasculariser ce cerveau. Nous avons encore des chances de remettre la vascularisation et que le patient ne développe aucune séquelle. Or, j'ai dit en haut que les AVC qui sont les plus fréquents, ce sont les AVC où la vascularisation est bouchée. Et si nous avons les moyens de déboucher, donc 80% de nos patients vont se terminer sans séquelle. OK? Alors, j'ai dit ici que nous avons 3 heures pour agir parce qu'en fait, tout le monde peut reconnaître les signes d'un AVC et donc tout le monde peut contribuer à la prise en charge d'un AVC. Si vous pouvez oublier tout, vous n'oubliez pas ça. Tout le monde. Ça veut dire même le pasteur, même la maman qui vend le pain, au point de la vie, peut reconnaître les signes d'un AVC et contribuer à orienter le patient vers le centre où il sera pris en charge. Et donc, à nous, professionnels de santé, il incombe encore plus de gagner du temps afin d'éviter l'installation des lésions permanentes. OK? Alors, j'ai voulu en guise de définition placer un peu quelques principes pour que nous comprenions lorsque nous parlerons de la prise en charge pratique. Vous allez voir, dans la prise en charge, nous allons penser à reconnaître les signes rapidement et mettre également un traitement rapide. Ça veut dire que l'AVC fait partie des pathologies pour lesquelles, aux urgences ou dans votre hôpital, la prise en charge doit être rapide. Cela inclut y compris de créer une filière privilégiée. C'est comme si vous rencontrez le président de la République, il vient pour un check-up. Vous le faites assez rapide. Si, dans certains ouvrages, on parle de filière AVC. Donc, dans votre hôpital, il est recommandé de créer une filière privilégiée permettant la prise en charge rapide, accélérée des AVC. D'accord? Et donc, cette prise en charge, elle se fait dans le temps. Voilà pourquoi j'ai voulu mettre un peu cette image, parce que jadis, dans le temps, on disait qu'il y avait les phases d'évolution de l'AVC, phase aiguë, phase intermédiaire, phase de séquelles. Je voulais mettre un peu les dernières recommandations qui montrent l'évolution d'un AVC qui va justifier pourquoi la prise en charge des AVC exige une continuité dans les soins et les services qui sont apportés aux malades. Ça veut dire qu'on n'a pas un AVC aux urgences, on a vu l'AVC, on va dormir. Non. L'AVC est un patient qui se transmet de service en service, de spécialité en spécialité. Et le pire, c'est que l'AVC est pris en charge de façon multidisciplinaire. Donc, même le généraliste ne doit pas être complexé d'avoir reçu un AVC et d'appeler tel spécialiste, tel praticien, tel paramédical pour prendre en charge l'AVC. En résumé, on ne prend jamais en charge un AVC seul. D'accord? Cette prise en charge commence déjà en pré-hospitalier. Comme j'ai dit, la maman qui voit les pères peut dire papa a vu la salle AVC. Elle peut reconnaître ici. Donc, nous aussi, on pratique médical. Donc, dans la prise en charge de l'AVC, c'est que je peux peut-être ajouter ici, en tant que réanimateur, non, mais en tant que médecin, c'est que désormais, sachez que les recommandations internationales dans la prise en charge des AVC parlent de plus en plus de ce qu'on appelle USINV, UNV. Ce sont les unités de soins intensifs neurovasculaires. Ce sont des entités, une partie de votre hôpital qui ressemble aux soins intensifs et que vous dédiez pour la prise en charge des pathologies vasculaires.
et dont les plus fréquentes sont les AVC. Donc, si vous êtes dans un hôpital où ce genre d'entité existe, sachez que dès que vous recevez un patient à l'AVC, c'est là-bas qu'il faut le réorienter. Alors, si vous n'en avez pas dans votre hôpital, essayez de voir dans cette ville de Kinshasa où est-ce qu'on parle de ce genre de service, par exemple aux cliniques universitaires, par exemple à la clinique Gallo, par exemple, ou à la clinique Gallo Center, ok? Là où, en fait, il y a des praticiens qui sont à la fois médecins, urgentistes, anesthésistes, réanimateurs, neurologues et neurochirurgiens. D'accord? Principalement ceux-là. On y ajoute les kinésithérapeutes qui travaillent aussi dans l'unité des soins intensifs neurovasculaires. OK? Alors, je passe rapidement le score NIHSS. En fait, c'est un score qui a été établi et que les médecins, même sur chance, peuvent utiliser pour détecter ou évaluer la sévérité de l'AVC. Mais vous allez voir qu'il y a des éléments simples, on ne va pas aller dans les choses compliquées comme celle-là, pour gagner du temps. Par contre, il y a un acronyme que je voudrais quand même que vous reteniez aujourd'hui. Peut-être que vous en avez déjà parlé, vous avez entendu parler déjà, ce sont les ACSOS. A-C-S-O-S. Donc, il y a de quoi s'agit-il? En fait, lorsqu'il y a un AVC, c'est une pathologie cérébrale. D'accord? Maintenant, les agressions cérébrales d'origine secondaire, et j'ai oublié un S, en fait, c'est systémique, ce sont des agressions en plus de l'AVC qui proviennent du système, qui proviennent de la tension, qui proviennent du sucre, qui proviennent des reins et qui ont un retentissement sur la fonction cérébrale. Il a été découvert les agressions cérébrales qui sont systémiques, qui proviennent du système et qui sont d'origine secondaire. Ça veut dire, par exemple, le patient a fait son AVC, mais en plus, il avait une infection pulmonaire. Ces pathologies-là, ces agressions-là vont abîmer le pronostic vital du malade. Et lorsqu'on les corrige pas, le patient peut même décéder plus vite de ces agressions que de son AVC. Car vous avez vu dans l'évolution, l'AVC peut évoluer jusqu'à 90 jours, voire même plus. Car nous connaissons beaucoup de membres de famille qui vivent avec leur AVC. D'accord? Et les agressions cérébrales d'origine secondaire sont très dangereuses. Voilà pourquoi l'objectif est de les normaliser. Ça veut dire que ce sont des agressions qui se présentent sous forme de déficit, de déviation, excès ou de manque dans notre santé. Et notre travail, c'est de ramener ces valeurs en blanc. Je parlerai peut-être pas de la pression artérielle moyenne, mais peut-être vous entendez parler de la pression intracrânienne. PIC. Oui, parce que la pression intracrânienne est un élément important et nous allons, nous, qui sommes peut-être pas dans les grands hôpitaux très sophistiqués, nous allons peut-être monitorer, regarder, diagnostiquer et traiter cela afin d'aider nos malades et leur cerveau à ne pas souffrir en cas d'AVC. Je l'explique. Lorsqu'il y a un saignement, lorsqu'il y a un infarctus, ça veut dire un AVC ischémique, il y a forcément un œdème, ça veut dire une translation, une effusion de liquide autour de la zone qui est baisée, et ça peut gonfler le cerveau. Déjà, si le sang est sorti des vaisseaux, ça va faire gonfler le cerveau. Sachant que le cerveau est fait de matière grasse, de vaisseaux et de liquide, donc le cerveau va être comprimé par la partie dure qui est notre boîte crânienne. Et ces gonflements-là, qui est caractérisé par une augmentation de la pression dans le crâne, va faire souffrir le cerveau. Et si nous monitorons, si nous suivons cela, si nous savons détecter que ça commence à augmenter, nous pouvons mettre un traitement comme celui dont on a déjà parlé, unitol, mannitol, pour baisser la pression et sauver le cerveau. D'accord? J'en parle ici d'anglais parce qu'en fait, ce sont des mesures qu'on peut faire déjà aux urgences pour sauver la vie. Je rappelle que la pression intracrânienne normalement est de 0 à 10 et on considère qu'il y a une hypertension intracrânienne. Ça veut dire une augmentation excessive de la pression dans le crâne à partir de 15 à 20 mm de mercure. Donc, il y a on va mesurer ça. Dans mon cabinet, imaginez deux fois de consommer l'eau et respirateur. Et bien, avec un fort avec votre ophtalmologue,
vous pouvez venir voir s'il y a déjà des signes indirects de l'augmentation de cette pression. D'accord? On est ensemble? Alors, que dire du diagnostic? Il y a beaucoup de choses à dire, hein? On va rester pratique aujourd'hui, d'accord? Eh bien, je vais vous dire la vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'importe qui, le grand public peut et doit savoir détecter les signes d'un AVC. Il y avait une question qui disait, est-ce qu'on ne peut pas faire de l'éducation de la population? Eh bien, c'est ça. Nous tous qui sommes ici, nous pouvons apprendre aux gens, à la population, comment reconnaître les signes d'AVC. De façon consensuelle, les recommandations internationales ont résumé dans 3 signes d'appel, 3 signes qui peuvent faire détecter, suspecter un AVC, les acronymes dont vous voyez là, F, A, S, ça veut dire, en fait, c'était supposé être le FAST. Le FAST, alors, à gauche, vous voyez, j'ai écrit FAST, FAST, Out Speech Time. Ça veut dire, vous allez voir des signes et ces signes vont vous pousser à gagner du temps. En anglais, on dit time is money. Pour l'AVC, time is life. Si vous gagnez du temps, au bout de 1 heure, 2 heures, vous pouvez récupérer un patient qui se lève, qui marche. Nous avons vu ça la semaine passée. Donc, ces signaux à reconnaître, premièrement, c'est la déviation de la bouche. Ce n'est pas difficile. Vous me regardez comme ça, et vous voyez que ma bouche prend d'un côté. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont été comme ça. C'est très expressif et facile à reconnaître. Mais si c'est difficile à voir chez une personne qui ne joue plus, barbu ou quoi, c'est simple, on peut demander à la patiente ou au patient d'ouvrir la bouche et de serrer les dents. En faisant cet exercice de serrer les dents comme ça, vous allez voir que la victime va vous montrer le monde d'un côté chasseur et de l'autre côté, les muscles n'agissent pas. Ainsi, par les contractions musculaires de ce côté-là, paralysie de la face. Déviation de la face, c'est le premier signe. OK? Deuxième signe, c'est la lourdeur ou la paralysie dans un membre. Ça veut dire que ça peut être un membre thoracique, le membre supérieur, et ou un membre périphérique ou les membres inférieurs. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de demander seulement à la victime si elle est consciente de lever les 2 mains. OK? Si la victime sait lever les 2 mains, vous allez voir que les 2 mains vont être levées dans le même sens, à la même hauteur, avec la même vitesse. Sauf en cas d'AVC, il y aura une lenteur, une lourdeur d'un côté. Deuxième signe. D'accord? Ensuite, le dernier, c'est le switch. On appelle ça en français la phasie. D'accord? En fait, le patient aura une difficulté à parler. C'est simple. Si moi, qui avais l'habitude de parler, et vous me voyez, je m'assois, et vous demandez, docteur, ça va? Vous ne savez plus comprendre ce que je dis. Je n'arrive plus à émettre les mots, des sons ou des phrases. Je n'arrive plus à parler de façon intelligible. On peut parler d'une aphasie, donc d'une difficulté ou d'une impossibilité à parler. Voici. Alors, si c'est pour le grand public, ça suffit pour reconnaître un AVC. D'accord? Uniquement. Maintenant, même à la maison, même au grand public, même ici, nous allons voir ces signes sont apparus à quelle heure. Donc, il faut noter l'heure de survenue de ces signes-là, les premiers signes. OK? C'est un élément important. Pourquoi je t'ai dit qu'il faut gagner du temps. Et en connaissant l'heure de début, nous allons voir si il s'agit d'un AIT, par exemple, en 15-20 minutes, les signes disparaissent, ou au bout d'une heure, les signes persistent. Et cela nécessite une prise en charge des AVC constitués. D'accord? Alors, deuxième, quoi d'autre? Il faut contacter rapidement pour recourir le plus vite à un service hospitalier. Je veux dire, les gens vont aller à l'église, oui, mais dites-leur, même si vous partez à l'église, ne traînez pas à aller à l'hôpital. D'accord? Nous avons vu ça dans nos familles aussi, les gens refusent d'aller à l'hôpital, ils veulent se faire à l'église, mais là aussi, c'est ça. Alors, il peut arriver que le patient soit non pas conscient, mais inconscient. Vous avez déjà vu ça? Un patient AVC qui vient avec les yeux fermés, vous essayez de passer par-ci, par-là, il fait seulement. Il ne bouge pas, il ne parle. D'accord? Et bien, pour ces patients en coma, il faut carrément déjà, pour ne pas réfléchir, hein, pour ne pas réfléchir, parce que vous n'aurez pas le temps de leur demander, lever les mains, vous n'aurez pas le temps de leur demander d'ouvrir la bouche. Donc, directement, ces patients-là, il faut les référer vers un grand centre. OK? Une universitaire,
la générale de référence de Kinshasa, regardez la scène de la cité sous. En fonction de la localisation. Pourquoi je parle de ça? Les gens vont vous appeler leur frère. Maman est infirmière, l'autre papa il s'appelle avec son frère. Ne les envoyez pas forcément pour les universitaires là où ça peut être compliqué. Regardez autour de quel est le centre qui peut être le mieux équipé de prendre en charge son patient. On a déjà vu des patients qui avaient quitté des cliniques, donc qui dépassaient les cliniques universitaires pour venir atterrir à la clinique italienne. Bien sûr, quand le malade est arrivé avec des embouteillages, l'AVC était constitué et il n'y avait plus rien à faire. Sans compter ceux qui viennent le lendemain. Alors là, il y a beaucoup de monde qui a vu soutenir le but de la tombe. Le temps perdu permet à l'AVC de se constituer et il est difficile de venir vers là. Alors, nous, praticiens cliniques, nous qui travaillons à l'hôpital, c'est nécessaire que nous allons reconnaître ces déficits dont j'ai parlé. OK? Mais les reconnaître dans le temps et insister sur un examen minutieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour examiner un AVC, détecter ou diagnostiquer un AVC, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a besoin seulement de regarder, de palper et surtout de poser les bonnes questions. Quand est-ce que ça a commencé? OK? Ça a commencé comment? Brutalement, on l'a vu chavirer progressivement, il a encore marché, et puis il a encore chaviré, c'était donc progressif. Est-ce qu'on a vu d'emblée un côté devenir lourd, ou on a vu simplement devenir court? Ces éléments sont importants, d'accord? Pour connaître la sévérité, pour connaître la gravité et aller encore plus vite dans la prise en charge. Voilà pourquoi il est recommandé, ça c'est ça des recommandations, d'avoir un contact avec des centres spécialisés. On parle aujourd'hui de télémédecine. Télémédecine, c'est quoi? Ça veut dire que moi, je suis généraliste dans mon cabinet en guéridisme. Je peux entrer en contact avec le docteur Kassou, le chirurgien, et l'appeler au téléphone, même par WhatsApp, car c'est ce qui se fait en France, lui montrer le visage. Hein, je filme le malade, je me filme moi en train d'examiner le malade, gagner du temps, et donc avoir un avis spécialisé afin de prendre une décision. OK? Donc, on va noter H0, le début des signes. Ici, je vais d'emblée éclaircir les choses. Les recommandations disent ceci. Si vous savez, en posant la question, dans l'anamnèse, dans l'interrogatoire, lorsque ça a commencé, vous savez dire après combien de temps le malade est arrivé chez vous. 1 heure, 4 heures, 6 heures. Mais si les choses que vous amènent le malade, ou le malade lui-même, ne sont pas tirées, quand est-ce que ça a commencé? Il est recommandé de considérer l'heure à laquelle on a vu le patient pour la dernière fois agir normalement. Ça veut dire, si on ne m'a pas vu dormir, on m'a vu seulement aller dans ma chambre à 22 heures dormir, et après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé toute la nuit, on va considérer que l'AVC s'est allé directement quand j'avais dormi, car on n'a pas de précision. On fait ça, c'est possible de gagner encore du temps. D'accord? Pourquoi j'ai dit H0, H1, H4? Parce qu'au bout de 4 heures, retenez, 4 heures, il y a perte de chance de revasculariser un AVC, surtout ischémique. Ça veut dire qu'au bout de 4 heures, les lésions sont installées. Au-delà de 4 heures, il devient difficile et voire même inutile de donner les médicaments qui peuvent fluidifier ou libérer le caillou qui a bouché les vis. On va en voir ça rapidement. Alors, deuxième élément, nous, praticiens, donc, nous devons faire un examen minutieux, voir, parler, palper, pour détecter les déficits neurologiques dont j'ai parlé, face en speech, et préciser le mode de souffle. Pour ceux qui savent le faire, déterminer le stade de coma. Est-ce que le patient est en coma ou pas? Avec le score de Glasgow, on ne va pas refaire ça ici, mais pour ceux qui connaissent le score de Glasgow, il permet de classifier le niveau de coma en fonction de la réponse des yeux, en fonction de la réponse verbale et en fonction de la réponse motrice. Donc, c'est exactement ça qui nous permettra de bien examiner et de bien suivre le patient à la récit. D'accord? Et en dehors de ça, il faut rechercher la notion de convulsion. Vous êtes à l'hôpital, il faut rechercher la notion de convulsion. Pourquoi? Parce que dans le temps, on disait lorsqu'un patient fait un AVC, il faut faire une prévention
déjà des convulsions. Parce que considérez que là où on a un AVC installé, c'est une zone qui va être cicatricielle, elle va devenir un foyer de départ d'épilepsie et de convulsions. Voilà pourquoi on dit de la prévention contre les convulsions. Et maintenant, on était plus sauf si vous avez une notion de convulsion. Ça veut dire quoi? On vous amène le patient et on vous dit il a convulsé. En tout cas, il a tout ça qui est à nous soulever. Cet élément-là peut être considéré. D'accord? Autre élément, c'est la recherche d'une arythmie. Pourquoi je fais ça? Pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, vous n'avez peut-être pas le scanner, vous n'avez peut-être pas le fond d'œil, mais vous avez peut-être un appareil UCG. Et vous avez un stéthoscope qui vous permet de voir si le rythme cardiaque du malade est régulier ou il est un peu trop lent. Et si vous avez un ECG qui vous montre qu'il y a une arythmie dans le sens d'une fibrillation, ce sont des arythmies qui ont tendance à ralentir le sang, et donc le sang qui ralentit devient coagulé, et ça va faciliter un AVC ischémique. OK? Voilà pourquoi on va aller chercher une arythmie. Donc, il faudra faire un examen vasculaire, et si vous avez l'occasion, on va finir par l'examen des membres antérieurs. Donc, vous voyez déjà un malade avec des thromboses veineuses, des varices qui semblent thrombosées, vous comprenez vous-même qu'il y a de fortes chances que votre AVC soit plutôt de bonne réponse. Ischémique. D'accord? Alors, dernier élément, c'est ne pas méconnaître les symptômes d'un AVC ancien. Donc, il faut vous en parler ici. Parce que les AVC, malheureusement, reviennent en série. Un patient qui a fait un AVC, on refait la côte. On parlait de 5 ans, 2 ans, ça peut se faire chaque année. Si les facteurs de risque n'ont pas été contrôlés. Et si le patient n'a pas été suivi, donc, vous pouvez avoir un patient qui présente un déficit, mais vous posez la question à la famille et ils disent, ça c'est depuis l'année passée. Vous comprenez? Donc, vous allez orienter le radiologue quand vous allez faire votre cours de salaire. Il y avait déjà un déficit relatif à un AVC ancien. Et vous, vous savez que si le patient a fait déjà un AVC avant, ses vaisseaux sanguins sont devenus encore plus fragiles. Cette patient qui fait un deuxième AVC se rapproche très vite du décès et de la mort. D'accord? Bien. Alors, le diagnostic, c'est, on a vu que cliniquement, on ne cherchera pas une chose. D'accord? Nous mettons ça. Du point de vue paraclinique, en tout cas, je ne vous montrerai pas, les recommandations sont claires. À Kinshasa, nous avons des IRM et ça coûte 350 à 500 dollars. Donc, votre patient AVC ou votre maman AVC, vous savez déjà que vous allez faire un IRM ou une IRM. Pourquoi? Parce que l'IRM permet de voir les lésions même précoces. Même après 15 minutes, même après 30 minutes, l'IRM peut voir ça. Par contre, le scanner cérébral que nous connaissons peut rater ces lésions précoces. D'accord? Donc, en première intention, c'est quoi? IRM. Et vous précisez. Alors, en seconde intervention, c'est le scanner. Lorsqu'on n'a pas l'IRM, lorsqu'on n'a pas les moyens, vous demandez à la famille l'IRM 350 dollars. Vous pouvez leur dire aux urgences, il ne faut pas appeler après des temps. Non, vous avez fait les bons pour payer dans le Non, il faut dire aux malades, généralement, la Kinshasa scanner, ils en ont autant, l'IRM, ils en ont autant. Si vous dites, docteur Tsanayo, vous savez, il faut passer à niveau de état pour gagner les prises en charge en urgence. Et donc, vous allez demander un IRM, s'il n'y a pas moyen, vous faites un scan. Alors, j'insiste ici. Quand vous allez demander votre scanner, nous allons être pratiques. Vous allez demander un scanner injecté. Ça veut dire qu'on va injecter des produits de contraste, c'est un angioscan, pour voir les vaisseaux sanguins, leur circulation. Et donc, on verra si un vaisseau a été et qu'il y a un saignement, on sera le voir. De l'autre côté, si un saignement, un vaisseau est touché, on saura aussi voir le stop. D'accord? Donc, ne demandez pas des scanners simples, demandez un scanner injecté. Mais pour cela, pratique, demandez directement, urée créatinine. Ce sont les praticiens. Donc, vous voulez parler de quoi? Parce que le radiologue va vous dire, avant que je puisse injecter le produit de contraste, il va vasculariser, opacifier, montrer les mouvements, il faut que je sois sûr que ce produit-là va être éliminé par les reins. Donc, d'emblée, quand vous faites votre mort de scanner, je peux vous demander aussi de la créatinine.
Pour ceux qui ont déjà envoyé les patients à HI, vous savez, ça, ils vous demandent ça. Et si vous ne le faites pas, il va faire que les malades là-bas, ils viennent continuer. Vous pouvez pas. D'accord? Il y a un autre point. Alors, à part ces examens qui vont permettre de voir les images, je n'ai pas pu mettre toutes les images, je sais que vous avez le temps. On va voir des images, soit ischémiques, sous forme d'hypodensité, soit des hémorragies, par exemple des hyperdensités. Et ces hémorragies vont être localisées, dans une partie du cerveau. Et ces images-là, les scanners, vous allez faire quoi avec? Vous allez faire quoi avec? Vous allez envoyer ça directement à une équipe composée de neurologues, de neurochirurgiens. C'est ça la prise en charge des AVC aujourd'hui. Puisque vous avez des images de scanner, vous ne regardez pas ça. Ah, ça doit être un AVC, voilà. Non, vous envoyez directement au neurochirurgien. De fait, il peut être au hôpital ou à un neurochirurgien qui est peut-être ailleurs. Voilà le sens de la télémédecine. Je vous dis la vérité, en France, c'est cette option-là, télémédecine, qui sauve les patients. Dans les provinces, ils font des AVC. Lorsque le généraliste envoie faire un scanner et le malade revient vers lui, il voit l'image, il envoie à distance, par mail, par WhatsApp, par Zoom, il envoie à un neurochirurgien. Et le neurochirurgien dit, ça, c'est un hématome, ça, c'est une hémorragie. Il faut te donner en plus le malade au bloc opératoire. Voilà. C'est un AVC ischémique, commencer le traitement si on a encore le temps pour mettre les médicaments pour déboucher les vaisseaux. On se comprend? Oui. Pratique. Autre examen, j'ai parlé de l'ECG, qui va vous permettre de voir s'il y a des troubles de rythme qui favorisent la coagulation du sang. Et que le plaît, TMIPSA pour dire tronc supra-aortique. Vous entendez parler de ça dans les recommandations. Voilà pourquoi j'ai mis ça. Il s'agit de faire une échographie à la base du cou et de remonter pour voir les troncs supra-aortiques, les vaisseaux, les artères qui vascularisent le cerveau à partir de la base du cou. Et s'ils sont perméables, même si vous n'avez pas de scanner, vous savez au moins que la circulation du cerveau, c'est faite. D'accord? Autre chose, la biologie. Ah oui, il y a encore votre patient AVCDR, vous n'allez pas demander tous les millions du monde, on va se focaliser sur des examens particuliers qui nous permettent d'avoir des idées claires et la prise en charge efficace. Notamment, la libération en B100 qu'on appelle l'hémogramme, si vous pouvez le faire quand vous êtes. La glycémie, l'hologramme, j'ai parlé de purée créatinine. Il faut faire des tests de coagulation. Parce que si vous faites des tests de coagulation et que vous voyez que la coagulation est perturbée, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire en fait que votre malade est en train de saigner et que son corps a commencé à mettre en œuvre les phénomènes de coagulation, ce qui commence à altérer sa coagulation. Ça donne une idée déjà. D'accord? Puisque les AVC, lorsqu'il y a un AVC ischémique, il y a un des tests qu'on va mettre, ce sont les anticoagulants. Et donc, avant de mettre des anticoagulants, vous devez savoir l'état de coagulation de votre patient. D'accord? Si vous savez le faire, bien sûr. Il y a les dés divers, tous dans le même sens, parce que si les dés divers sont élevés, vous savez qu'ils sont plutôt dans un versant coagulant, plutôt que l'hémorragie. On se comprend? Bien. À part ça, il y a le groupe sanguin. Quand je dis groupe sanguin, ça veut dire que lorsque le généraliste ou l'infirmière qui est seul là, voit qu'il y a un AVC qui est arrivé et ils ont un scanner, ça montre AVC hémorragique. Vous demandez les groupes sanguins et vous demandez une ou deux unités de sang. Lequel est là? Et comme le vaccinage aussi. Oui. Parce que cet AVC hémorragique peut finir au bloc opératoire. On peut peut-être aller traîner ou évacuer l'hématome. Donc, il faut réserver du sang. Mais je n'ai pas encore anesthésie si c'est comme ça. D'accord? Ça va? C'est pas trop dur? Très bien. On peut aller encore plus vite alors. Très bien. Donc, je demande le groupe sanguin, mais je n'ai pas mis ça. Je demande aussi je demande la troponine, je demande la PPNP. En fait, ce sont des marqueurs qui me montrent, s'il y a une souffrance du muscle cardiaque. Donc, c'est pas encore ça. En fait, on a remarqué que lorsqu'on a un AVC,
chez un hypertendu, chez un cardiopathe, si en plus on découvre une souffrance du myocarde, d'accord? On peut voir ça à l'ECG, mais on peut aussi voir ça en fonction de la troponine. Ça veut dire que c'est un AVC. Après avoir ischémié son cerveau, il vient ischémier le cœur. Voilà. Vous voyez un peu le degré de rapidité avec lequel ce patient se rapproche de la mort. Donc, à ce patient, vous allez adjoindre l'expertise d'un spécialiste qu'on appelle un cardiologue. Équipe multidisciplinaire. Ça va? Bien. D'autres examens seront faits en fonction de l'étiologie. Ici, je vais faire rapidement un petit résumé. Étiologie, docteur. Les AVC peuvent venir dans plusieurs avenues et à plusieurs âges et dans les deux sexes différents. Parce que moi, je sais qu'il y a deux sexes. Si vous connaissez un troisième, c'est très faux. Moi, je connais ça peu. Donc, les deux sexes peuvent avoir leurs AVC. Les femmes, comme le docteur nous a dit, avec l'éclampsie, elles peuvent faire un AVC. D'accord? Les hommes également, ils ont fumé, athérosclérose, hypertension artérielle, les vaisseaux sont devenus fragiles, ils peuvent faire un AVC. OK? Docteur, vous allez dire que tous les âges peuvent faire des AVC. Oui, malheureusement. Dieu est bon, mais les bébés aussi peuvent faire des AVC. Quel bébé? C'est pas nocitaire. Quel bébé? Bébé avec malformation cardiaque, empêchant une bonne circulation du sang et donc rendant le sang coagulé. Donc, il y a des bébés qu'il faut surveiller parce qu'ils peuvent faire des AVC. Il ne faut pas dire les sorciers de la famille, non, ça peut arriver. Bon, il y a aussi des sorciers, mais là, vraiment, c'est la malformation. Vous avez un drépanocytaire de 15 ans qui fait une crise vaso-occlusive. Crise vaso-occlusive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le globule rouge ne circule plus par information, les leçons sont bouchées. Ça, c'est le bon AVC. Donc, il y a des AVC chez les enfants dépositaires et les patients. Les patients âgés, patients de troisième âge, n'en parlons même. Après les artères sont devenues peu élastiques. OK? À cet âge-là, les risques d'AVC augmentent. D'accord? On peut fermer la parenthèse. Bien. Les images sont celles-là. On va passer vite parce que c'est aller un peu vite pour gagner du temps. Voilà. Je rappelle les axos. Donc, là, il parle axos. Ah, là, je suis désolé. Si vous avez un AVC et que vous ne pensez pas axos, bon, quand tu iras au paradis, Dieu va lui dire, mais ton médecin là, elle est une axos, c'est là. Le client va passer là-bas. Après, il va manger le pain. Il va parler d'axos. Comment ça dit? Le client insiste dessus, je vous ai dit. Les agressions là, ça peut être une chose. De la fièvre, de l'hyperthermie, ça va augmenter le métabolisme basal, ça va augmenter la consommation en oxygène. Or, le cerveau qui a été sous AVC, il reçoit peu d'oxygène parce que le sang ne circule plus bien. Maintenant, vous ajoutez encore la fièvre. Or, la fièvre, l'AVC, ça diminue la consommation en oxygène et donc, vasoconstriction, toutes ces choses que vous connaissez, le cerveau souffre. Imaginez devant une celui qui a l'hypoglycémie tombe. Nous, on va dire d'abord AVC. Après, on dit non, il n'avait pas mangé. Quand on avait vu la nourriture, il était à nos toilettes. Mais là, il a fait l'hypoglycémie. D'accord? Nous, on fait un AVC. AVC, on aussi, c'est pas l'AVC, ça. Mais imaginez que vous faites un AVC avec l'hypoglycémie. Je vous informe que le cerveau humain consomme principalement du sucre et de l'oxygène. D'accord? C'est la même chose avec l'hyperglycémie. D'accord? Hyperglycémie, c'est quoi? Hyperglycémie, c'est projet diabétique, hypertendu, ou bien alors toxicité, tu veux voir la bière, et puis, quand tu fais ton AVC là, on prend la glycémie et comment? Aïe! 500. Ce facteur-là va encore faire souffrir les cellules. Parce que nous savons aujourd'hui, lorsque votre glycémie est aïe, les cellules ne reçoivent presque rien. Et en plus, c'est délétère. Il a été prouvé que l'hyperglycémie en cas d'AVC augmente les risques de mortalité. Donc, nous, par rapport à ces facteurs, la température, la glycémie, la tension, l'oxygène et
sodium, le potassium. Il faut tout ramener à la norme pour éviter une surmortalité de l'AVC. Je répète, par rapport aux axos, il faut ramener toutes les valeurs à la norme, au normal, afin d'éviter une surmortalité des AVC. D'accord? Voilà. J'ai insisté là-dessus, c'est assez important. Pourquoi cette phrase en bas? Je vais vous dire, lorsque vous avez évalué votre malade qui est arrivé en AVC, vous avez vu Glasgow ici, 7 sur 15. D'accord. Mais le malade qui était hypoglycémique, vous pensez que son Glasgow sera influencé, non? Donc si vous donnez du sucre à ce malade-là, il peut faire le réveil spectaculaire des hypoglycémiques. Donc votre Glasgow au départ peut être faussé. Voilà pourquoi il est recommandé de faire l'évaluation du Glasgow avant de corriger les axos et après avoir corrigé les axos. Car en fait, vous pouvez tomber chez quelqu'un qui a pris son antihypertenseur et ils ont remarqué que c'est l'évaluation, il a fait une crise et en même temps il a voulu pousser, il a fait péter un vaisseau qui a mélangé beaucoup de choses. Quand vous arrivez en corrigeant la tension ou en corrigeant des paramètres oxygène ou la douleur, vous voyez que son Glasgow change. Vous voyez que la personne commence à parler. N'est-ce pas que les patients qu'on reçoit, vous mettez seulement un antidouleur, paracétamol, vous mettez seulement du tramadol ou je ne sais pas quoi, et vous voyez le patient se calme, n'est-ce pas? Donc, votre attitude par rapport aux axos pourra améliorer le devenir neurologique du patient. Alors, que dire de la prise en charge? On va terminer ici. Alors, on va parler globalement de la prise en charge des AVC. Je vais donner des principes et dire ce qui se fait en pratique. D'accord? Ce qui est affiché ici sont principalement des recommandations de la Société française et internationale de médecine d'urgence et l'anesthésie et réanimation. Mais je vais être gentil, on va rester dans les urgences, mais on va aller aussi dans la réanimation théâtre. Donc, c'est simple, la prise en charge d'un AVC. Les principes de base de la prise en charge d'un AVC, le premier principe, c'est qu'il faut gagner du temps. On a dit time is life. Voilà pourquoi on va très vite trouver une imagerie qui nous permet de déterminer le type d'AVC. Ok? Juste après, on fait quoi? On envoie les images au neurochirurgien. Il décide. Ou alors le neurologue, comme vous en avez un. Franchement, les neurologues, il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout. Ok? Ensuite, qu'est-ce que vous faites? On oriente ces patients-là en UNP. Donc, on peut regarder chez nous les urgences. Non, envoyez-le là où il y a un UNP. Pourquoi? Parce que ceux qui ont l'UNP, ils peuvent contrôler la tension, le Glasgow, la diurèse, son nasogastrique, toutes ces choses chaque minute, chaque 5 minutes. Vous comprenez? Et eux, ils auront peut-être les moyens de corriger les axos que vous n'avez peut-être pas vu. Tout à l'heure, j'ai parlé de la position. Si vous avez un malade qui est en AVC et qui est en train de ronfler, et que vous n'avez pas de lit qui peut être surélevé pour le mettre en semi-assis, mais vous aggravez le malade. Ok? Donc, imagerie, référez vers l'UNP. Si vous ne pouvez pas, obtenez un avis de neurologue, de neurochirurgien. J'ai dit la neurochirurgien. Troisième point, le contrôle de la pression artérielle. Pourquoi la pression artérielle? Parce qu'il y a des objectifs, il y a des cibles à atteindre, il y a un seuil de tension à ne pas baisser ou à ne pas dépasser en fonction des AVC ischémiques et des AVC hémorragiques. Ensuite, c'est la correction des axos, je répète encore ces choses, protection gastrique, nursing, alimentation, etc. Les grandes lignes sont ce que j'ai mis là en jaune, et vous allez voir que dans l'algorithme, même si on n'a pas tout le temps de le dire, dès qu'on a un déficit neurologique, vous demandez directement si vous avez une UNP dans les parages, est-ce qu'on peut vous envoyer un patient qui ne suspecte pas encore un AVC? Donc, vous avez fait le scan, on fait le scan maintenant, mais on veut savoir déjà s'il y a de la place. C'est ce qu'on fait dans les recommandations, d'accord? S'il n'y en a pas, vous faites en tout cas votre scanner. On appelle TDL, la tomodensitométrie, ok? Le scanner montrera soit un hématome, soit une ischémie, soit autre chose. Si c'est une tumeur, vous envoyez un neurochirurgien, c'est tout. Si c'est un hématome, le neurochirurgien vous dit, bon, docteur, envoyez les malades
vous appelez l'anesthésiste et on se prépare. Nous avons fait ça il y a 2 semaines. Le patient est arrivé avec un glaçon à 8. Aujourd'hui, il est à la maison, il mange des cacahuètes. Je vous dis la vérité, les hôpitaux et les centres qui arrivent à réussir à rétablir les AVC, j'ai découvert que l'explique seulement sur recommandation, à la lettre. D'accord? Nous sommes devenus des spécialistes à envoyer des images par WhatsApp au neurochirurgien. Le neurochirurgien dit, pas de bloc ici, on laisse traitement médical. Et là, on met les traitements médicaux et on avance. Ok? Pratique. En fonction donc du type d'AVC, on va faire des traitements médicaux ou une embolisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du type d'AVC, il y aura un traitement spécifique. Maintenant, nous allons commencer à tout seigneur, tout honneur, par les AVC les plus fréquents, qui sont les AVC ischémiques. En résumé, il n'y a pas beaucoup de choses à dire par rapport aux AVC ischémiques. Même s'il y en a vraiment beaucoup, je vais résumer. Il faut d'abord, détruire le caillot sanguin. On appelle ça la thrombolyse. Thrombolyse, dans les livres, ceux qui étudient la médecine, ils disent voilà, il y a un médicament qu'on met dans une veine et ce médicament circule dans le sang, il va provoquer la désintégration du caillot sanguin au niveau cérébral et libérer le sang pour vasculariser le cerveau. C'est le traitement principal des AVC ischémiques. D'accord? Alors comment on les fait? On va en parler rapidement. À part cette thrombolyse, on a la thrombectomie. Ça veut dire on va enlever ou détruire le thrombus par la chirurgie. Là, c'est le docteur Kassongo et son équipe. Ok? Alors, il faut utiliser le matériel. S'ils n'ont pas le matériel, alors on se rabat sur la thrombolyse intraveineuse. Mais pour la thrombolyse intraveineuse, elle doit se faire avant 4h30 d'apparition des symptômes. Ça veut dire, si le gars a fait son AVC hier, quand il arrive aujourd'hui, il n'est plus éligible. Donc, il n'aura pas un thrombose. Et au Congo, à Kinshasa, ici, il n'y a pas encore de neurochirurgiens qui peuvent aller faire la thrombectomie avec le tronc. Et donc, on va se rabattre seulement sur le traitement des axos, l'énergie, la correction des facteurs de risque. Vous comprenez ça? Ça veut dire que notre pays doit évoluer. Nous connaissons de plus en plus de neurochirurgiens qui peuvent aller toucher les vaisseaux sanguins et les déboucher, mais je suis heureux de vous informer que la thrombolyse IV, le médicament qu'on donne pour détruire le caillot sanguin, on en trouve maintenant à Kinshasa. Est-ce que tu peux envoyer l'image de l'activisme? C'est un médicament que certains d'entre vous connaissent peut-être, je pense que les pharmaciens doivent connaître, c'est l'ominase alteplase. En fait, en résumé, c'est un médicament qui agit comme une enzyme dans la cascade de la coagulation. Elle va agir pour arrêter le phénomène de coagulation et le caillot va se désintégrer. Ça se passe de façon spectaculaire. Sauf que pour l'instant, activez ce que vous voyez là, activez ce que vous voyez là. Les 2 flacons, pour l'instant, ça coûte $1,300. Mais en même temps, c'est quoi les moyens qu'on fait? Alors moi maintenant, avec tous mes amis et mon ami ici devant, parce que j'ai déjà contacté déjà de l'Unique Pharma pour ça, nous allons chercher la version Unique Pharma de Alteplase. Mon ami, j'ai déjà cherché sur Internet, dans mon agent. La vidéo, vous allez. Bien sûr, comme j'avais dit hier, on est au Congo, à Tamadi 100, 300. Ah oui, quand même, on est au Congo là. 1300 là, même le chef des travaux uniques, là, on a dit, ah, ça va dire 1300. Donc, en tout cas, l'unique Pharma, je vous jure, j'ai parlé à un de nos responsables de l'AICH. J'ai dit, papa, nous allons se voir. Parce que j'ai vu Kadila ensemble. J'ai vu que Glenmark ensemble. C'est moi le chef. Il est dans ce sens. D'accord? Parce qu'en fait, ce médicament, ils ont fait. Si on donne 0,9 mg de ces médicaments-là, à un patient qui fait son AVC, moi j'ai donné ça 3 fois et déjà ça depuis les temps. En donnant ces médicaments-là, vous voyez, vous me faites des zombies. Le gros kilo est bougé. La personne qui est arrivée comme ça, elle sort en marche. Nous avons vu ça 3 fois depuis les temps. Bon, avec $1,300. Voilà pourquoi, au lieu de mettre ces médicaments, nous qui n'avons pas $1,300, ça va faire le crédit. On va pas regarder les malades comme ça, et les d'accord.
Ça veut dire quoi? Aspirine injectable. Aux urgences, vous êtes autorisé, lorsque vous avez la preuve d'un AVC ischémique, à injecter, écoutez maintenant, 250 mg d'aspirine injectable par la veine. Je le commence. Nous n'avons pas d'utilise, mais nous avons un AVC ischémique documenté avec scanner à l'appui. Nous sommes autorisés à donner de l'aspirine injectable 250 mg en IV lente. D'accord? Et bien sûr, les grands cliniciens vont vous dire, docteur, mettez maintenant les véritables anticoagulants. Parce que l'aspirine, elle est seulement au niveau des plaquettes. D'accord? Et les anticoagulants, heureusement qu'il est passé avant moi, je n'ai pas besoin d'en parler. Avec la dose. Donc, vous donnez les anticoagulants et les saccharines, ici, le mélange, on va faire un mot. Et donc, on va être gentil quand même. Tout le monde. Bon, et donc ça pareil de mon ami ici, on donne une dose curative. D'accord? Pas préventive. On va voir ça, je vous donnerai ça dans les papiers parce qu'il faut qu'on mette du temps. Donc, il s'agira de sauver nos malades avec nos moyens, aspirine et nos sapins. Ça va? Ça veut dire qu'on n'est pas démunis, hein? On n'a pas $1,000, on va sauver les malades. Et nous faisons ça aussi. Donner nos sapins en IV, pas en hospitalier. J'insiste là-dessus, d'accord? Le reste repose à l'adolescent et pas. C'est pour les AVC ischémiques. Parce qu'en fait, il y a une affaire de délai. Lorsque le malade arrive avant 4 heures, on fait la thrombolyse, mais ça marche. Mais s'il vient après 4 heures, la dernière thrombolyse que j'ai faite au-delà, c'était 6 heures. Donc, médicament par la fois. Et puis, boum, les zombies. Elle est sortie à Barça, je suis content. Applaudissez pour moi. Merci beaucoup, merci. Il y a une maman qui s'appelle, voilà, à cause de ça. Pas la foi. Ah oui. Donc, ça, c'est l'essentiel de la prise en charge pour les traitements de la l'AVC ischémique. Les doses sont là, ok? Mais il y a beaucoup de choses à faire. Ça va? Il y a beaucoup de choses à faire. Vous voyez, je parle d'Axos, je parle de nursing, je parle de ce sont beaucoup de choses qui sont codifiées dans les recommandations. Je vais citer certains éléments qui sont un peu importants à entendre. D'accord? Par exemple, la prévention des actions, j'en ai déjà parlé. Mais l'objectif de tension. Donc, vous avez dit qu'il y a des objectifs de tension. Ça veut dire que si on donne un médicament qui thrombolyse le malade, on doit avoir un objectif de tension inférieur à 220 sur 120. On parle d'un AVC ischémique. Ok? Inférieur à 220 sur 120. Ça veut dire que le père ici fait 170 sur 100. On le laisse comme ça? Oui. Ça, 170 sur 100. Oui. Pourquoi? Parce que nous voulons que cette hypertension puisse forcer le passage et permettre une vascularisation même. Il ne faut pas laisser trop cette tension pour la laisser ici. Ok? Si jamais on avait fait la thrombolyse, il faudrait être encore plus bas, parce qu'avec la thrombolyse, le chemin est déjà ouvert. J'insiste là-dessus. Les seuils de pression artérielle pour les AVC ischémiques sont très élevés, parce que nous voulons que cette pression élevée-là puisse forcer un peu une certaine vascularisation. D'accord? Ah, il y a beaucoup de choses à dire, on va sauter. Si vous devez baisser la tension, il faut la baisser progressivement. Et on va utiliser quel médicament? Si je veux sauter beaucoup de choses, on va mettre les médicaments qu'on appelle le nicardipine. C'est ça. Voilà. Et sauter un peu pour gagner du temps. Donc, vos AVC, ils manqueront peut-être la tractylise, mais ils ne manqueront pas la nicardipine. Chez vous, c'est quoi le nicardex? C'est pas grave. Nicardipine, ici, là où on a des appareils qu'on appelle des pousses seringues électriques, on met en pousse seringue et on contrôle le débit de perfusion. D'accord? Pour avoir 5 mg par heure, lorsqu'on a un objectif de tension qui va être inférieur à 185 sur 100. Ok? Maintenant, on va vous dire, si vous commencez à augmenter ou
de 5 à 15 minutes jusqu'à ce que votre tension descende en dessous de 185 sur 110. Donc, là, c'est le protocole. Vous allez mettre la direction. Donc, ça, c'est le médicament que vous allez vraiment utiliser pour contrôler la tension artérielle afin que la vascularisation du cerveau reste normale. Le reste, ça va être quoi? Le reste, ça va être le contrôle des axos. Lutter contre les axos, ça veut dire, s'il y a de la fièvre, on donne quoi? S'il y a une hyperglycémie, on met le protocole d'insuline de la maison. S'il y a l'hypoxie, on met l'oxygène. Saturation avec l'objectif de saturation supérieure à 94% pour les amis qui voulaient avoir l'oxygène. Et bien sûr, lorsqu'il y a un trouble de conscience, là c'est vraiment où on intervient. Docteur, je vois que les malades de filles, là, ça fait 5 minutes, j'ai corrigé les axos comme vous avez dit, mais les glasgows est toujours à 6, donc inférieur égal à 8. Ici, A, B, C, D, il faut assurer la perméabilité des vases aériens, ok? Mais avec la conscience qui s'émousse, avec le glasgow qui tombe, il ne pourra plus contrôler le carrefour aérodigestif. Et donc, il peut inhaler la salive, il peut inhaler n'importe quel liquide. Voilà pourquoi ce genre de malade, avec un glasgow inférieur ou égal à 8, il faut appeler le réanimateur et le transférer. Ok. Ok. Donc, vous voyez ça comme ça, les gars, les pages pour vous transférer. Nous avions commencé, nous aussi, à l'époque de 2016, on laissait les malades comme ça, regarder les malades. Et puis, chaque fois qu'on intubait, on voyait qu'il avait inhalé. Mon nez à sa zone battée. Mon père disait ça souvent. Mon nez à sa zone battée. S'il a dit ça, il sait pourquoi. Respectons seulement. D'accord? C'est un élément important. Si nous avons fait le scan, nous avons fait les ECG, j'ai parlé des fondeurs. Vous avez votre ophtalmologue qui est là, il vient dit fondeur montrant une hypertension oculaire, une hypertension intracrânienne au niveau rétinien. Elle dit l'hypertension intracrânienne, c'est important, docteur. Donc, vous êtes autorisé à mettre un traitement anti-pédèle cérébral. Là, on a parlé ici, on appelle le mannitol. La dose est là. 0,25 à 1 gramme par kilo de foie. Moi, je mets généralement 0,5, la moitié. Ok? Vous faites rouler ça en 30 minutes. Écoutez ma vie. Nous sommes réanimateurs. Je parle avec vous, mes amis. Si vous mettez du mannitol, sachez que le mannitol va pousser le malade à uriner. Et donc, le malade va perdre du liquide, du sodium et du potassium. Voilà pourquoi, chaque fois que vous allez mettre du mannitol, ça va être un traitement concomitamment associé à une certaine perfusion de sérum physiologique. Sérum, ça veut dire. Donc, la tension est élevée, on va encore mettre ça. Oui, parce que si vous mettez le mannitol seul, la tension va chuter, le malade va se vider, il va rentrer en hypovolémie. Ok? Et bien sûr, voilà pourquoi vous allez contrôler l'ionogramme, parce que le mannitol va faire fixer, il y aura du sodium et du potassium qui va partir. Ça va? Bon, c'est les idées, mais il faut comprendre ça. Vous avez aimé? Très bien. Alors, donc ici j'ai mis quand même les résumés des objectifs à atteindre. Pour les ABC qui ne peuvent pas avoir la trombolyse, voilà bisou, un congolais, un wakamonkili. Donc nous là, on est là. Les objectifs, c'est de ne traiter la tension que si elle est supérieure à 220 sur 120. ABC, vous avez compris, hein? Voilà. Après, on met de la nitardipine, notre ami, on met de l'aspirine et du Lovenox. Tout ça, c'est disponible chez nous. Donc, c'est pas dit. Ah oui. Il suffit de respecter ça. Il y a beaucoup de principes, par contre, je devais dire que vous avez essayé de se on va penser d'abord, vous avez essayé hémorragique, parce qu'on a beaucoup parlé. Je laisse ça dans la documentation et vous faites toujours voir les recommandations. Hein? D'accord? Alors, pour les AVC hémorragiques, docteur Yves, qu'est-ce qu'on fait alors? En cas d'AVC hémorragique, ça veut dire qu'on a fait un scanner linéaire et on a vu qu'il y a un hématome, il y a un saignement, ok? Il y a du sang dans le cerveau, dans une zone donnée. On appelle le neurochirurgien. Qu'est-ce que le neurochirurgien va faire? Évacuation de l'hématome, si c'est possible, ou alors drainage externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le neurochirurgien va mettre un drain dans les ventricules ou le liquide céphalorachidien afin de baisser la pression dans le cerveau, ok, pendant un temps, jusqu'à ce qu'on puisse contrôler la tension et s'assurer
a plus d'aggravation du saignement. Donc, on appelle le neurochirurgien, il met son drain, généralement on met ça en soins intensifs en réanimation. Ailleurs, on met aussi les troubles opératoires. Et quand on met ce drain-là, ce drain va aider à diminuer le LCR et donc que le cerveau ait de l'espace pour ne pas souffrir. Lorsqu'on a mis ça, notre travail, si vous êtes dans ce service-là, infirmier, médecin ou quoi, donc vous savez désormais qu'on va continuer à surveiller l'état neurologique. 2, le drain, là, ça ramène toujours. OK? 3, la tension artérielle et les signes vitaux. 4, 5. OK? Alors, à part ça, pour les AVC hémorragiques, ailleurs, si on sait le faire, on fait de la radio interventionnelle. Ça veut dire quoi? Dans mon poussé, un radiologue avec une grande scopie, un appareil de radio, va introduire un cathéter long à travers le fémur, l'artère fémorale, il remonte jusqu'au niveau du cerveau et il va injecter un produit qui va provoquer une coagulation afin de boucher le vaisseau qui avait fixé. Donc, on n'a pas encore ça ici, hein. Le médicament va se débrouiller. Et le reste de la prise en charge, c'est ce que nous faisons d'habitude. J'ai déjà parlé des axos, encore une fois. Le nursing. Le nursing, c'est quoi? Ça veut dire que ce sont des patients qui vont mettre en position. Vous connaissez la position là? La tête à combien de degrés? Avec l'oxygène, ils sont nasogastriques, perfusion, ok? L'hytérie, ce sont des patients qui ne bougent pas. D'accord? Ça veut dire, docteur Yves, dans le nursing, on va faire comment? On va mettre la pompe au niveau du membre paralysé. Merci. On va mettre le brassard de consommateur au niveau du membre paralysé. Bon, j'adore ça. Est-ce qu'on va mettre une sonde lunaire ou un péniflo? Oui. Péniflo, mieux. Et sur le point traumatique. Car l'AVC a un risque d'infection qui va augmenter avec l'hospitalisation. D'accord? Vous connaissez les escarres, d'accord? Les pneumopathies d'inhalation, d'accord? Les thromboses des abords veineux, d'accord? Ainsi que suite. Ok? Alors, dans les éléments de prise en charge des AVC hémorragiques, il y a la chirurgie, tout ça, mais un suivi post-AVC. Pourquoi il y a un suivi post-AVC? Parce qu'un patient qui a saigné une fois peut encore ressaigner. Pire, un patient qui a fait un AVC ischémique peut subir une transformation hémorragique. Donc, votre patient est là, il n'y a plus de mécanisme de cible, vous dites, bon, l'attention est bien. Et puis pendant qu'il est là, il augmente encore la tension et il fait un saignement. Alors que c'est venu pour un AVC ischémique. En pratique, ce n'est pas fait. Voilà pourquoi, là où on a les moyens, on fera des scanners répétés. D'accord? À H0, ok? À J24, ensuite à J7, on a les moyens bien sûr. Hein? Mais ça, c'est le planning normal de surveillance. H0, J24, H24 et puis J7. Mais si vous détectez dans la surveillance que le patient perd au niveau du Glasgow 2 points, ça veut dire qu'il avait un Glasgow à 11 sur 15, et puis 3 heures après, pour l'évaluer, il a un Glasgow à 9 sur 15. Il a perdu plus de 2 points. Ok? C'est une indication d'aller voir s'il ne faut pas aller faire de la chirurgie. Ça veut dire en fait, peut-être que le malade est en train de saigner. Ok? Je n'ai pas compris. C'est vraiment ça. Et donc le suivi post-AVC commence comme ça. Aux urgences, en chambre, en réanimation, en unité neurovasculaire et même à la sortie. D'accord? Voilà. Alors je pense qu'on va finir ici, on ne va pas beaucoup parler. Il y a beaucoup de choses à corriger, hein. Vous avez des choses là-dedans. Mais c'est bien important ici, je voulais finir par ici. Nous sommes des prestataires de santé, nous devons savoir que la plupart des soins que nous prodiguons aux malades doivent avoir des critères de qualité. Et il a été retenu, recommandé depuis 2023, qu'on retienne 5 critères de qualité pour la prise en charge des AVC. Vous allez voir que c'est des choses qu'on peut atteindre. Premier critère, il faut absolument qu'une imagerie cérébrale diagnostique soit faite dès l'admission du malade. IRM ou scanner injecté. Ça, on peut le faire. Deuxième critère, il faut
chirurgien accède à ce malade, il faut que le réanimateur soit aussi au courant de ce malade, il faut que le cardiologue aussi vienne voir ce malade. Parce que le malade peut avoir une arythmie cardiaque en fibrillation auriculaire. Si vous le laissez comme ça sans le traiter, son sang va coaguler. Mais si on met des anti-arythmiques, son rythme va changer et l'AVC va être évité. Troisième élément, voyez l'AVC, la prévention des pneumopathies d'inhalation. C'est un critère de qualité. On ne peut pas trouver dans vos services un patient avec AVC couché comme ça, la tête comme ça. Non. La tête à combien? Il faut libérer les voies aériennes. Il faut une bonne position. Et lorsque vous détectez que le malade ne sait plus contrôler les voies aériennes, ça veut dire que le Glasgow est inférieur à 8. Il faut appeler les réanimateurs pour éviter ces pneumopathies-là. Nous travaillons en réanimation. Les pneumopathies d'inhalation, c'est 40% de mortalité en réanimation. Donc, c'est AVC, il y a 30% de mortalité, voici les 40. Ok? Quatrième critère, c'est l'accès à une prise en charge rééducative. J'ai écrit kiné précoce. Oui, docteur, dans la prise en charge d'un AVC, dès que vous le recevez, vous devez déjà penser à la kiné. Vous devez déjà parler à la famille. Vous devez déjà évoquer la survenue de séquelles peut-être transitoires ou de séquelles permanentes. Il faut déjà en parler. Parce que nous avons vu des intellectuels qui commencent à pleurer, ils n'arrivent pas à parler, et la tension est toujours élevée. Il faut parler aux malades. Dites que si vous avez des séquelles, si vous avez des déficits, restez calme, vous en train de traiter, certains peuvent disparaître. Ça peut prendre beaucoup de temps. Il faut expliquer ça aux familles, il faut expliquer ça aux malades. Et on va terminer avec le critère de qualité qui est le plus déconsidéré, c'est la planification du suivi post-AVC. Dans votre hôpital, même si vous n'avez que 4 lits, si vous osez prendre en charge un AVC, vous devez prévoir un suivi post-AVC. Cela inclut, s'il va sortir de réanimation, il va être suivi par les internistes, cardiologues, pneumologues, néphrologues s'il le faut, infectiologues s'il le faut. D'accord? Neurologues surtout, kinésithérapie et même ergothérapie. J'en parle pourquoi? Avec la science qui évolue et la ville de Kinshasa qui devient de plus en plus riche, excusez-moi. Donc, on va rencontrer de plus en plus de gens qui vous diront, j'étais à Dubaï, j'étais en Belgique, mon père avait fait l'AVC, on avait mis un ergothérapeute. Ça veut dire quelqu'un qui lui apprenait à lire, à écrire, à utiliser la cuillère, ainsi de suite. J'en parle parce que mon beau-père a vécu ça ici à la clinique Canada. Ça fait des années, il faut y penser. D'accord? En fait, c'est pour la réinsertion d'un patient AVC. S'il est resté dans votre service, il faut le savoir, il faut l'évoquer. Et s'il revient vers vous, il est parti en galère, et puis vous le revoyez. Ah, vous êtes devenu le ça va, papa. Et votre suivi post-AVC, c'est comment? Bon, il n'y a rien, hein, bon. Vous voyez votre cardiologue? Non. Diabétologue? Non. Néphrologue? Non. C'est à vous de l'envoyer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des perspectives d'avenir. Et réinsérer un patient AVC, c'est réinsérer un père de famille qui apporte la nourriture à la maison. Donc, pour mon cas là, la maman pour laquelle je m'avais applaudi, c'est réinsérer une maman qui avait l'habitude de vendre, de nourrir ses enfants. Ça a continué de faire. Donc, ça, je pense que j'ai dit et je vous remercie.